Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, l'actualité au niveau des pays de l'Alliance des États du Sahel. À quand la fin de la transition dans ces pays? Question évoquée par Franck, qui va nous présenter le commentaire de ce matin. Ce sera pour planter le décor pour nos débats tout à l'heure. Notre invité ce matin, c'est Maurice Bemenou. Il est membre d'un regroupement de jeunes qui veulent faire autrement l'engagement pour l'amélioration des conditions entrepreneuriales des jeunes au Bénin. Il prépare une rencontre à ce propos à Cotonou. On verra bien avec lui, notre invité donc. De quoi cela retourne? C'est lundi et vous aurez vers la fin de cette émission le point de l'actualité, c'est 7 derniers jours au Bénin avec Idrissou Boukari, comme vous le savez déjà, et puis la revue de presse pour mettre fin à à cette émission-là. Bienvenue à tous. Il pleut depuis tôt ce matin sur la ville de Cotonou. La pluie est très serrée et dure. Donc, si vous devrez sortir de chez vous ou vous rendre dans cette ville, prenez vos précautions. Allez, on va commencer la une des journaux avec Fraternité ce matin. Dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou. Le credo de la relève, un monde juste et équilibré. Appui du gouvernement aux communes, Luc Atropo et les maires reconnaissant envers le chef de l'État. 2 généraux, 4 femmes, le gouvernement de rupture fait réagir au Sénégal. Et puis un dernier titre, la dette recrute un consultant cabinet pour l'étude sur l'identification des opportunités d'emploi en ligne. Nous passons à l'autre quotidien, dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou, Bénin. Paris gagne pour l'UNFPA qui renvoie la parole à la jeunesse. Apparemment, vous avez quelques difficultés à recevoir la une des journaux sur votre écran. On va passer à la priorité des classements du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Après 14 milliards engloutis pour sa rénovation, de gros soucis pour un ancien ministre de la rupture. Le matin, l'Autorité nationale du Bénin fait mobilisation pour les parieurs du 590 autour d'une grande caravane d'Abaroum. Déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, 13 milliards pour ça, c'est demandé le quotidien. Ce matin, nous sommes avec le quotidien Nassiara présent, averti d'une campagne d'intoxication contre la formation politique. Le parti Les Démocrates avertit et prend l'opinion publique à témoin. Nous passons maintenant à Le Soleil Bénin Info. Présidentielle 2026, et si à la fin c'était Talata, se demande le journal Le Soleil Bénin Info. Et puis Nord-Sud Quotidien, Coton, la campagne 2023-2024 s'annonce radieuse enfin. Vous avez donc sur votre écran la une des journaux. Matin libre ce matin, clap de fin pour le dialogue mondial. Les jeunes reçoivent des engagements fermes. Nous apprend donc le journal Les droits de Madougou bafoué en prison. Vicente Siaboko parle à Patrice Talon. Le matinal appui du gouvernement et de son chef aux communes. Luc Atropo et ses collègues maires reconnaissant. Vous avez les détails à page 2. Et puis le potentiel appui du gouvernement aux communes du Bénin. La gratitude de Luc Atropo et des maires à Patrice Talon, avril 2016, avril 2024, 8 ans de gestion du pays. Talon, une gouvernance, des mérites, mais aussi des déceptions. Gaskiani Info ce matin, affaire Madougou à Ivoire, pourquoi l'homme doit pardonner aux autres. Le journal qui est beaucoup plus religieux ce matin. Et puis, élection des membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication 7e en nature au Bénin, identité des 14 candidats qui sont donc en lice. Vous le savez, le dépôt des dossiers a été clôturé le vendredi dernier. Les 4 vérités élections présidentielles au Sénégal, les appréciations de l'observateur François Adebayor. Abiola, Dynamisme Info, récrimination au sujet des conditions de sa détention. Madougou et Silienef se penchaient sur son cas. Bénin intelligent, fin du dialogue mondial des jeunes. J'invite les jeunes à rester connectés. Jakpata, décès d'un vendeur sur le site du ministère du cadre de vie à Kwakpa. Le journal a fait sa descente.
et vous propose l'essentiel à retenir justement de cette descente-là sur le terrain. Passons à Décryptage Info, Dialogue mondial des jeunes à Cotonou. Plusieurs recommandations formulées pour un monde meilleur. La tribune de la capitale exportation et commercialisation de produits forestiers au Bénin, Patrice Talon, vise la transformation locale de ces produits et restreint leur exportation. Nous avons le Figaro national, Bénin vers la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, Dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou. Le credo de la relève, un monde juste et équilibré. Appui du gouvernement aux communes, Lucas Trocpo et les maires reconnaissant envers le chef de l'État. Et puis 2 généraux, 4 femmes, le gouvernement de rupture fait réagir. Là-bas au Sénégal, il y a pratiquement une semaine que le nouveau président a prêté serment et a nommé son tout premier ministre, qui d'ailleurs aussi a proposé son gouvernement. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin dans Fraternité. On va surtout vous proposer l'actualité à l'échelle continentale avec ce triste anniversaire commémoré au Rwanda. Cela fait 30 ans depuis le 7 avril dernier que le Rwanda a connu cette tragédie, le génocide qui a fait 800 000 morts environ. Vous avez donc le retour sur ce triste souvenir, notamment à la page 5 du journal, et surtout cette confusion autour du message du président français. La France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda, avait-on annoncé au sujet donc de son message à cette occasion. Et il y a donc confusion autour du message d'Emmanuel Macron, puisque le message, après avoir été délivré, ne comportait pas cette partie-là. Et puis, vous avez aussi l'actualité au niveau de la Zambie, la faim qui touche plus d'1 million d'enfants. Comment cela se passe là-bas? C'est le journal. Et intéressez-vous toujours cette actualité liée au Rwanda avec cet avis, comme je le disais, et ce rôle de la France dans la survenance de cette tragédie. Achetez dans le journal et découvrez bien les différentes postures. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez ce matin le bulletin de l'information avec les images de la cérémonie de remise de carbonisateurs à des promoteurs agricoles dans la commune d'Alada. C'est une technologie conçue pour la production de charbon actif enrichi à l'éthylène intervenant dans la culture de l'ananas biologique. William Cléquin nous dira de quoi ça retourne, cette gigantesque machine que vous avez à l'image et qui provient notamment de l'appui du gouvernement. Et puis cette célébration de la 6e édition du Festival des Arts de la Culture Tamari, pour son édition 2024, c'est un rassemblement qui met en valeur les arts et la culture des peuples ayant en commun la langue d'Itamari. Les manifestations sont axées autour du thème Kutamariku face au défi de l'extension du classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Régis Hippolyte Agorsou a assisté en direct à ces belles prestations que vous avez. Ce sont ces images. Il nous donne quelques détails juste après. Voici le bulletin. Et nous allons à Alada, à Teddy Goudalo. 17 promoteurs agricoles béninois reçoivent des carbonisateurs innovants. C'est pour un meilleur rendement dans leur production. Tanguy, bien évidemment, vous le disiez tantôt, c'est une technologie conçue pour la production de charbon actif enrichi à l'éthylène intervenant dans la culture de l'ananas biologique. L'innovation acquise grâce à l'appui de la coopération belge permet de protéger l'environnement et de mieux rentabiliser dans d'autres filières agricoles. La cérémonie de remise officielle et de démonstration s'est déroulée à Alada, nous dit William Cléquin. Le gouvernement remet 20 carbonisateurs de type nouveau à 17 entrepreneurs agricoles implantés dans 7 départements du Bénin. Une technologie innovante dont le besoin s'est imposé pour pallier les précédentes difficultés d'exportation de l'ananas béninois sur le marché de l'Union européenne, en mettant fin aux méthodes archaïques utilisées jusque-là pour obtenir le charbon actif enrichi à l'éthylène. Elle optimise le traitement d'induction florale de l'ananas biologique.
Ces équipements que nous venons de recevoir aujourd'hui apporteront un grand plus au développement de notre entreprise. Pour nos entreprises diverses, nous pourrions fabriquer de l'engrais organique. Nous pourrions également fabriquer du charbon actif qui est une matière première pour le type bio. C'était pour régler le problème de la filière ananas. Mais la technologie qui nous a été, les équipements qui nous ont été mis à disposition et ce que ça permet de faire ces carbonisateurs-là, l'usage aujourd'hui que nous en faisons va au-delà de la filière ananas. Parce qu'on peut l'utiliser non seulement pour faire le charbon actif dont les agriculteurs ont besoin, mais également les autres acteurs d'autres filières du Bénin, tels que ceux qui sont dans la filière anacade, ceux qui sont dans la filière riz et d'autres filières également. Ce carbonisateur protège mieux les ressources forestières en consommant moins de bois. Pour y arriver, il a fallu l'appui de plus de 300 millions de francs CFA du gouvernement belge. Il s'agit d'une solution structurelle pour démocratiser la production du charbon actif et améliorer la qualité des sols. Il s'agit aussi d'un projet qui vise à mettre en lumière le rôle crucial des mécanismes innovants de partenariat stratégique et opérationnel comme le promeut la Belgique. Et je voudrais donc surtout à cette occasion remercier tous les différents partenaires qui ont permis l'arrivée de ces carbonisateurs ici au Bénin, en provenance de la Belgique. J'ai la conviction que ces équipements seront utilisés efficacement pour l'agriculture béninoise, un des chantiers prioritaires du pays, ainsi qu'un des domaines prioritaires de la coopération belgo-béninoise pour le développement. La caractéristique principale de ce modèle de carbonisateur est qu'il produit moins d'émissions nocives, offre une consommation de bois réduite pour la même quantité de charbon de bois produite et un temps de cuisson plus court comparé aux méthodes classiques de production de charbon. De plus, la technologie est simple et utilisable dans les zones rurales. Une séance de démonstration de l'utilisation des réacteurs autorégulés du carbonisateur a mis un terme à la cérémonie de remise symbolique. C'est le gaz du bambou qui brûle pour terminer la cuisson. Merci à vous, William Cliquant. Formation maintenant des mères d'enfants parrainés par Plan International Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Contribution au bien-être des enfants et filles exécuté par l'organisation non gouvernementale BEWA. La séance de formation s'est déroulée simultanément à Ouenri dans le Zou et à Dogbo dans le Koufo sur des sites retenus. Les bénéficiaires sont formés sur la production de combustible à partir de coques de noix de palmiste. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou. Des mères d'enfants parrainés par Plan International Bénin. À ces dernières sont ajoutées quelques jeunes femmes ciblées sur la base de critères bien définis. Toutes suivent ici une formation sur la production de combustible à partir de coques de noix palmistes. C'est une manière pour obtenir les charbons verts. Nous savons tous que les charbons produits à base des bois constituent une menace pour l'environnement. Donc c'est une alternative contre la déforestation. Et les dames qui sont ici, c'est des dames par excellence qui utilisent le charbon. Je pense que ça contribuera d'une manière ou d'une autre à la réduction de l'utilisation des charbons de bois et par conséquence à la préservation de notre environnement. L'activité planifiée et exécutée par l'organisation non gouvernementale BEWA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Contribution au bien-être des filles et jeunes, encore connu sous le vocable projet SPADFI 24. La formation s'est déroulée simultanément sur 2 sites identifiés, dont l'un à Ouenri et l'autre à Dogbo. Ce cadre de renforcement de capacité a été l'occasion de leur enseigner les différentes manières de produire du combustible à partir des noix palmistes et autres notions y afférentes. Formateur mettons les clones mais ganji bon mi wa tun din lo de ki kan flo ni mi hen mi na wuzu ajana bo na yin akan bo mi hen mi na le dana ekle mi alopa vovo na bi de eno megbon alopa tonjiwe eno megbon ekle mi premier étape on konton ekle mi bo le akle mi we go atongo bo azo vovo de no wa ele tin emenu mi lo fine din mi hen mi na le blo bonasa bon aride de me mina sadole formateur ele timenumi et nabi so hanabi de nai
boy hen e na no gosi zobono ahoro misio etimenu mi ni mi masi wo mo so ha mo koton fi de mi hen de mi mo fi de mi hen mi na le be yo ele tin emenu mi vovovo ni mi blo pe di mi hen mi na blo groupement ton bona no blo boy na no gosi to gudo bono ahoro misi ni ejuro yen lo ko no hen na no blo bono le sa bono le da na do hosa. Cette formation permettra aux mères d'enfants parrainés d'être autonomes. Quand on prend le combustible, quand on fait le feu avec ça, c'est avantageux. Et c'est plus économique que le charbon et le bois aussi. Et ça ne pollue pas l'environnement. Pour les organisateurs, les résultats escomptés ont été atteints. Près d'une centaine de femmes ont pris part à cette formation qui a duré 3 jours. Dorénavant, elles disposent des outils et notions nécessaires pouvant leur permettre de s'assurer une autonomie financière et surtout de subvenir aux besoins de leurs foyers respectifs. Imet Hélène Amoussour. En image à présent, ils ont fait parler l'honorable Armand Gansé et sa suppléante Judith Glidja à la communauté musulmane de la 23e circonscription électorale, ce dont composé de sacs de riz et bien d'autres produits de première nécessité va permettre aux bénéficiaires de boucler en toute quiétude la période de jeûne musulmane. La remise des lots a eu lieu à la mosquée centrale Zongo de Boyko en présence des imams venus des autres villes qui composent la circonscription électorale. Les précisions sont à suivre avec Ilet Enen Amoussou dans nos prochaines éditions. Une note culturelle pour boucler ce bulletin. Les filles et fils Batamariba ont célébré vendredi dernier la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari édition 2024. C'est une célébration culturelle qui met en valeur les arts et la culture des peuples ayant en commun la langue dite Tamari. Koutamarikou face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la thématique qui a mobilisé les attentions de la célébration qui a eu lieu à la Maison des Jeunes de Nati Tengou. Régis Hippolyte Agosso pour les détails. Une caravane à travers la ville de Nati Tengou avec à la clé des démonstrations folkloriques diverses et variées propres au peuple Tamari. Voilà ainsi lancée la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari Factam 2024 à Nati Tengou. Une célébration pour exhiber les riches potentialités artistiques et culturelles des Bek Tamaribé. Nous avons simplement voulu allier ou relier la tradition à la modernité. Nous sommes riches de notre culture et notre culture est riche. Donc, exploitons notre culture pour que cette culture nous aide à éliminer ce qui nous gêne et ce qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire la pauvreté. Ils sont donc venus d'un peu partout du continent pour honorer leur culture à travers cette initiative vieille de plus de 46 ans et aussi pour savourer la fierté de voir Koutamarikou inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fierté que partage autorité politico-administrative de la Takora. Le génie créateur architectural au Tamari a séduit l'UNESCO. À travers le monde, ce tata est désormais une fierté du Bénin, de la Takora et de Nati Tengou. Peuple Otamari, sois fier de ton patrimoine culturel que tes ancêtres t'ont légué. Ce festival est un grand carrefour de ton histoire pour la révélation de ton patrimoine identitaire. Je voudrais rappeler à une synergie d'action en matière d'animation culturelle et culturelle à travers une organisation de toutes les commissions linguistiques de notre département. À cette célébration de la culture, des députés de la 3e circonscription électorale venus soutenir Factam. Factam est bien organisé. Factam est diversifié. Mais que les autres acceptent pour s'imprégner
de cette diversité et construire un produit touristique vendable au reste du Bénin et à la communauté internationale. Tout le monde devrait retourner pour raconter à ceux qui n'étaient pas ici comment c'était beau de se retrouver entre nous pour le fêter et célébrer le classement de notre Otamarakou dans le système de l'UNESCO. Pour cette 6e édition de Factam, plusieurs troupes ont montré la diversité des danses et rythmes tamari, des batamariba, c'est-à-dire qui ont en commun la langue dite tamari. Que c'est beau donc. Ce sera tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Tanguy Agoyi, je vous retrouve demain pour le même exercice. Absolument. Merci beaucoup à vous, Teddy Goudalo. Prenez soin de vous. Surtout, à Cotonou, il fait un temps de chien dehors. J'espère que vous avez pris vos dispositions avant de passer par ici. Absolument. En tout cas, bonne journée et à demain. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous aurez l'actualité des sports avec Ali Moumouni. Vous aurez juste après aussi l'invité de ce matin, Maurice Gbememou, avec qui nous allons parler de cette initiative mise sur le pied par des jeunes pour impacter justement le monde entrepreneurial au Bénin. Avec lui, on va découvrir un peu de quoi est-ce que tout cela retourne avant que Franck Aounou ne passe par ici pour la présentation du commentaire de la rédaction. Ce matin, on va parler un peu de la transition au niveau donc des États du Sahel à travers leur alliance. On a bien l'impression que là-bas, la fin de la transition et les élections, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors pourquoi est-ce qu'on a donc ce contexte-là et quel est son impact sur la géopolitique de la sous-région? On fera ce débat-là tout à l'heure. Je vous rappelle que dans la troisième et dernière partie de cette émission, on aura donc le Bénin ces 7 derniers jours. Ce sera une réalisation d'Idriss Boukari. C'est un rendez-vous qui permet justement à ceux qui suivent Actu Matin de faire le tour d'horizon de l'actualité telle que captée par les caméras de la rédaction de Canal 3 Bénin, notamment ces 7 jours précédents. Et juste après, pour clôturer Actu Matin, vous aurez la revue de presse en fin d'émission. Jusque-là, on va faire rapidement la pause, le temps d'installer par ici soit notre invité, soit Ali Moumouni pour l'actualité des sports. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avakba ou Parakou, Transa. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp.
bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on va servir aux téléspectateurs un menu de l'actualité des sports assez varié. On va parler football, mais on commence déjà par du roller sport avec la Fédération béninoise de la discipline qui a lancé dimanche la 61e édition du Challenge Cotonou Katine Open Saison. C'est à quoi que ça s'est passé? Oui, Tanguy, pour parler de cet Open de Challenge qu'organise la Fédération béninoise de roller sport, c'est une initiative qui est mise en place depuis plusieurs années afin de permettre aux athlètes de se mettre en jambe au cours de la compétition, et cette discipline prend en compte toutes les catégories confondues et elle se déroule 2 fois par mois et permet, comme je le disais, aux athlètes d'être compétitifs au cours de la saison. La 61e édition dont vous venez de parler a eu lieu. C'était donc ce dimanche du côté de Akpakpa. On parle bien sûr là du speed skating composé des épreuves de one lap et puis voilà des courses sur 15 mètres dans la discipline inline freestyle meublée par l'épreuve du slalom battle. Plusieurs autres épreuves étaient également prévues lors de cette 61e édition au cours de cette compétition. Les athlètes ont réussi à, je dirais, prouver de quoi ils se sont, comment ils se sont préparés au cours de ces derniers mois pour cette compétition qui leur permet de préparer d'une manière ou d'une autre les Jeux continentales. On va suivre quelques athlètes à l'issue de cette compétition-là. Non, quand j'ai vu qu'il restait 7 tours là, c'est là où, quand mon ami prenait la tête là, c'est là où j'ai déclenché quoi. Pour gagner la course, j'ai balancé les bras et j'ai mis la force dans mon pied. Le résultat d'aujourd'hui n'est que l'aboutissement d'un travail acharné. Bon, une fois que le résultat est là, on est heureux. Bon, sur l'épreuve de 100 mètres, j'ai misé sur ma puissance. Je savais que j'avais beaucoup de force dans les jambes, donc je l'ai utilisé. Et sur l'épreuve de 12 km, j'ai utilisé mon cardio pour terminer premier. Vous l'aurez constaté, des athlètes qui reviennent toujours en tête dans ce jeune Mohamed Diallo qui a terminé donc leader pour l'épreuve de 12 km lors de cette course de roller sport. Si pour les athlètes, ces performances découlent des qualités individuelles, l'exécutif, bien entendu, la fêtière du roller sport au Bénin notifie que le manque d'infrastructures aussi pouvait permettre à ces athlètes de mieux, je dirais, améliorer les performances. On retient que actuellement il n'y a pas encore de performance. Il n'y a pas encore de performance parce que, comme vous le savez, nous n'avons plus de pistes. Pour préparer les enfants sont très difficiles aujourd'hui pour nous. On a beaucoup de difficultés pour les entraîner. Et ces difficultés aujourd'hui sont liées à la démolition du stade qui ne nous permet pas de faire aisément le travail. Et nous demandons humblement aux autorités de nous aider à avoir une piste réglementaire déjà au Bénin pour nous permettre de préparer activement ces athlètes qui ont un très bon niveau en Afrique. Un très bon niveau en Afrique et qui doit nous permettre maintenant d'aller décrocher le titre de champion d'Afrique. Mais comme on vient de lancer le programme, on va avoir beaucoup de performances au niveau des enfants parce que la semaine prochaine maintenant, vous allez voir beaucoup vont commencer par s'entraîner parce que nous avons des gadgets qu'on donne et des enveloppes financières qu'on leur donne pour les motiver à aller s'entraîner. Donc, celui qui a gagné aujourd'hui, les autres vont s'apprêter pour lui la saison à venir. Donc, c'est le challenger qui se fait entre eux pour un très bon résultat. Allez, vous l'avez constaté, le roller sport fait partie des disciplines qui remportent assez de médailles pour le compte du pays, sur le continent et aussi voilà, en dehors, même si la dernière participation à la Coupe du Monde en Italie était assez difficile pour les patineurs béninois. Et vous l'avez constaté aussi sur les images de très jeunes enfants, voilà, de tout petits enfants, pardon, qui s'adonnent à la discipline. Et donc avec cette initiative et surtout la 61e édition, vous l'avez entendu, 61e édition, ça fait déjà assez. Et donc ça fait beaucoup pour une fédération afin de permettre aux athlètes de se mettre en jambe pour les compétitions régionales.
Allez, Mouni, on va changer de discipline. On va parler football maintenant. On va s'intéresser au championnat national. Oui, Tanguy, le Dragon FC de Lomé qui prennent la tête au classement général de la Super Ligue professionnelle de Lomé. Après les rencontres de la 12e journée, les Dragons se sont imposés à l'équipe de Dadji FC 2-0 à l'arrivée. Nous présentons le tableau des résultats de ce week-end. Vous avez constaté la victoire de Dynamo FC d'Abomey en déplacement. C'était face à Yema, 1-0 pour l'équipe d'Abomey, 3-1 pour Coton FC qui était à domicile du côté de Huida face à l'équipe de l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Il faut noter, comme je le disais tout à l'heure, la victoire des Dragons face à qui Dadji FC, l'équipe qu'on, je dirais, pressentait être en forme au cours de cette saison. Néanmoins, Dadji reste toujours dauphin au classement général. Voilà, face à cette formation des Dragons de l'OME, l'Autopopo est 3e. AS Cotonou s'est imposé cette fois-ci à domicile 1-0 face à l'équipe de Banigansé. Damissa termine avec un succès pour le compte de la 12e journée, 3-0 face aux requins de l'Atlantique. Décidément pour les requins qui sont complètement noyés actuellement, Tanguy, ils sont au niveau, voilà, ils sont la lanterne rouge, on peut le dire de cette façon, totalement au fond au classement général. Sobemap Sport s'impose 1-0 face à l'équipe de l'Autopopo Espoir et GSP et JS Pobès. C'est pas la jeunesse sportive de Pobès, c'est pas 2-2, 1 but partout, score de parité. Et puis il faut noter le score nul, le vierge de 0 but partout entre l'équipe de Takouné de Kandi et puis l'association sportive du port autonome de Cotonou. On fait un tour sur le continent pour parler toujours football avec les rencontres de la manche retour de quart de finale de la Ligue africaine des champions. Il y a donc Mamelodi Sundowns qui s'est imposé au tir au but 3-2 face à Young Africans. Après donc le score de 0 but partout au cours des 90 minutes, ce qui fait un cumul de 0 but partout puisque les deux équipes se sont séparées 2-2 0 but partout lors de la première manche il y a une semaine. Al Ahly s'impose 2-0 pour au Caire pour la seconde partie et ce qui fait un total de 3-0 pour l'équipe égyptienne. La plus titrée, bien entendu, sur le continent, Petro Luanda s'incline face à TP Mazembe, 2-1 après le match nul de 0 but partout à l'aller. Et puis pour finir, il faut noter la victoire de l'Espérance sportive de Tunis au tir au but, 4 buts, 4 tirs réussis contre 2 pour la SEC Mimosa qui sort de la compétition. On aurait aimé voir ASEC aller plus loin après le parcours, je dirais, très fabuleux de cette formation ivoirienne lors des phases de groupe. Tanguy, on va parler maintenant de la Coupe de la Confédération africaine avec la victoire de Dream FC qui passe au prochain tour, c'est-à-dire les demi-finales, en s'imposant sur le cumul de score 3-2 face à l'équipe du Stade Malien. Après sa victoire à l'aller, les deux équipes se sont séparées 1 but partout lors de la manche retour. Zamalek s'impose aussi 3-2 sur le cumul de score avec un score d'1 but partout au cours de la manche retour pour le compte des 90 minutes disputées au Maroc. Et puis le SM Alger qui réussit à retourner la situation face à Rivers United du Nigeria après s'être incliné à l'aller 1-0. L'équipe algérienne a réussi à renverser la tendance en s'imposant 2-0 chez elle et donc composte le billet qualificatif pour le prochain tour. La naissance sportive du Berkane s'impose 3-2 face à Abou Salem après le 0 but partout de la manche aller, ce qui permet aux Marocains de passer au prochain tour. On fait le point des rencontres à suivre pour les demi-finales au niveau de la Ligue africaine des champions. On aura Espérance sportive de Tunis face à Mamelodi Sundowns, une affiche de très haut niveau, bien entendu, qui aura lieu le 19 avril prochain. Et puis, TP Mazembe accueillera l'équipe d'Al Ahly. On est déjà face au classique africain, même si TP Mazembe a disparu pendant un temps de l'arène de football continental. De toutes les façons, l'équipe refait surface et retrouve en demi-finale. On verra de quoi cela va retourner pour le compte de cette demi-finale de la Ligue africaine des champions. On finit avec les affiches des demi-finales de la Coupe de la Confédération. Dream FC affrontera Zamalek. Et puis pour finir, la Renaissance sportive du Berkane affrontera, c'est bien sûr le 21 avril prochain, l'équipe de l'USM Alger. C'est l'essentiel pour ce matin. On se retrouve demain. Merci beaucoup Ali pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Je l'ai annoncé, notre invité ce matin, c'est Maurice Bemenou. Monsieur Bemenou, bonjour. Bonjour, monsieur le Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes à la tête d'un groupe de jeunes qui s'organise pour influencer l'environnement des affaires, surtout de l'entreprise au Bénin. De quoi ça retourne cette initiative? Merci bien déjà, monsieur le journaliste, pour nous avoir permis d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur cette initiative. Et
l'initiative, c'est de mettre en place, de faire le congrès constitutif du réseau des chefs d'entreprise du Bénin. Et monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, c'est basé, son pilier 2, sur la transformation structurelle de l'économie. Et lorsqu'on parle de on n'a pas dit la transformation conjoncturelle, on a dit structurelle. Ça veut dire que c'est dans la durée. Et pour que cette transformation structurelle de l'économie puisse être une réalité, il faudrait que les micros, les petites et les moyennes entreprises puissent exister et puissent durer dans le temps. Et donc, nous sommes dans ce cadre donc des micros, petites et moyennes entreprises, et nous sommes dit qu'il faudrait qu'on se mette dans un réseau pour pouvoir discuter de nos difficultés et faire des plaidoyers auprès donc des pouvoirs publics et quand même être une force de proposition vis-à-vis donc du pouvoir public. Quelles sont les difficultés aujourd'hui dans le monde des entreprises, notamment de la catégorie que vous aviez citée? Oui, les difficultés, il y en a beaucoup. Avant d'aller au niveau donc, des difficultés, il faut saluer les efforts, par exemple, du gouvernement. Vous allez à la pièce, aujourd'hui, vous restez chez vous, il y a des plateformes, en moins de 2 heures, vous pouvez créer déjà votre entreprise. Vous allez à la chambre de commerce d'industrie du Bénin, on va vous dire qu'il y a plus de 2000 entreprises. Mais, monsieur le journaliste, allez faire une étude pour voir quelles sont les entreprises qui existent encore quand c'est fini d'être créé. Donc, c'est là la problématique. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, mais la viabilité, le taux de mortalité des entreprises également, ce taux est très élevé. Et donc, nous devons donc travailler pour renverser la tendance. Et pour ce faire, de façon individuelle, vous allez disparaître. Nous sommes dans un environnement économique des affaires où, si vous pensez que seul, vous pouvez donc y aller, vous allez disparaître. Et donc, c'est pourquoi nous sommes en train de nous mettre donc dans un creuset. Les difficultés, c'est déjà à partir de la matière première que nous avons. Vous prenez le secteur agroalimentaire, vous prenez le secteur de la restauration aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, ce sont les pays saléniens qui nous alimentent. Ces pays-là qui n'ont pas la pluviométrie que nous avons ici. Ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement pour renverser donc les tendances à ce niveau. Vous prenez, et disons, la loi des finances, vous prenez tout ce qui est fiscalité. Bon, il y a déjà des allègements, mais la difficulté, tout le monde n'a pas accès à l'information. Donc, l'un de nos objectifs également, c'est d'aller à la quête de l'information auprès donc des structures et qui fournissent ces informations et de pouvoir partager ça avec le grand nombre au niveau donc des entreprises. Il y a beaucoup d'allègements fiscaux, par exemple au niveau donc de la loi des finances. Mais combien d'entreprises sont informées de cela? Tout ce que la CCIB, nous sommes rapprochés de la Chambre de commerce pour évoquer cette difficulté. Ils nous ont avoué qu'il y a beaucoup d'associations professionnelles, mais en termes d'efficacité, en termes de résultats, au profit donc de la masse, il y a un grand point d'interrogation. Donc nous sommes, disons, au regard de tous ces paramètres, de ce gap, de ce vide, nous sommes dit qu'il faut quand même se mettre ensemble pour, disons, pallier à ces trucs et mutualiser nos efforts pour être beaucoup plus forts et efficaces, compétitifs sur le marché donc, et des affaires, sur le monde entrepreneurial. J'ai l'impression que c'est un regroupement de jeunes pour encore créer son soutien au chef de l'État et à ses actions. Non. Et loin de là. Vous savez, nous avons été toujours dans nos luttes et quand vous avez fini de lutter contre le chômage, l'étape qui suit, c'est de pouvoir créer donc la richesse et pouvoir employer donc les jeunes. Et donc ce n'est pas pour faire le chanter donc disons encenser aucun pouvoir. On reconnaît le PAG est là. Il y a des piliers, il y a des axes. Vous prenez l'ASCAT et la stratégie du PAG, c'est écrit clairement qu'il faut donc promouvoir l'économie donc nationale. Il faut dynamiser les secteurs les différents secteurs agricoles, numériques, etc. Et pour ce faire, il faut quand même que les gens y réfléchissent. Il faut qu'il y ait des propositions d'action. Il faut porter des projets d'envergure. Et donc, nous sommes là pour reconnaître ce qui est fait. C'est bon. Aujourd'hui, vous êtes à la pièce. Vous pouvez créer l'entreprise en un temps record. Ça ne coûte plus grand-chose. C'est bien. Il y a des allègements fiscaux. Lorsqu'on fait tout ça là, quelle est la compétitivité? Quel est l'accompagnement que l'État fait pour ces entreprises pour qu'elles puissent rester fidèles, résister aux aléas pour pouvoir durer dans le temps et permettre de réaliser ce pilier 2 qui est la transformation structurelle de l'économie au Bénin. Donc nous sommes
vraiment dans ce viseur et nous nous constituons pour pouvoir quand même être plus solides et défendre nos intérêts. C'est de ça également qu'il s'agit, monsieur le journaliste. On a l'impression, en tout cas, que vous êtes décidé notamment à apporter un changement. Alors qu'on sait, vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'associations comme ça qui naissent du jour au lendemain et dont se servent juste les présidents pour monter sur les échanges et passer à autre chose. Ok, oui, vous avez raison, parce que c'est un peu la même constat qu'on fait sur le monde associatif. Mais je pense que nous avons un parcours. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par militer au niveau donc des associations. Et tous ceux qui nous ont côtoyés dans ces initiatives, ils savent que ce n'est pas d'abord pour se servir, mais beaucoup plus, c'est le devoir de servir. Nous sommes là pour se mettre ensemble, pour être beaucoup plus forts et pour défendre vraiment nos intérêts et faire des propositions et alternatives donc au pouvoir public. Nous avons été à ce que vous dites, c'est tellement vérifié que lorsqu'on a rencontré les acteurs de la Chambre de commerce et d'industrie, ils nous ont avoué qu'il y en a également une flopée d'associations professionnelles. Mais le constat amer, c'est que lorsque les dirigeants prennent les informations, mais la masse n'est pas du tout informée. Et la preuve, il y a eu beaucoup de programmes au profit donc des entreprises. Et sur le seul nombre, c'est à peine 2000 entreprises, c'est à peine 18 entreprises qui ont pu bénéficier. C'est anormal, nous pensons que ça ne peut plus continuer. Et donc nous pensons qu'à travers les différents canaux et disons de communication que nous sommes en train de mettre en place, les différents forats, les réseaux sociaux, nous devons donc atteindre le plus grand nombre et demander donc à ces entreprises, à ces responsables d'entreprises de se rallier donc à ce groupe pour que nous soyons beaucoup plus forts, pour pouvoir vraiment, disons, être compétitifs sur le terrain et durer dans le temps. Qu'est-ce qui fait que les entreprises ne durent pas dans le temps, justement, Bernard? Oui, il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer et ce taux, c'est-à-dire le fait que les entreprises ne durent pas dans le temps. Premièrement, il y a d'abord l'objectif de création donc, de l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Pia a créé une entreprise que moi, mais je dois créer une entreprise. Ce n'est pas parce que j'ai un grand frère qui est positionné à un poste et qui peut me faciliter des choses que je dois créer une entreprise. Non, loin de là. Parce que d'ici à là, ce dernier peut quitter son poste. Et dès que ça, il quitte le poste, ça dit que vous pétez tout ce qui est avantage lié donc à ces facilités-là. Donc, premier objectif, c'est de pouvoir trouver son idée d'entreprise. Et ça, c'est des schémas classiques dans le format du Bureau international du travail. Dans le format, il y a trois modèles. Il y a le tri, il y a le cré, il y a le GEM. Tri, c'est comment trouver son idée d'entreprise. Et pour ça, vous devez identifier dans votre environnement les besoins donc, de la population. De quoi les gens ont besoin. Et ils ne trouvent pas. Et donc, vous devez satisfaire. Et par rapport à ça, ça veut dire que vous avez identifié, vous avez trouvé votre idée, et vous créez, et disons, vous réglez ce problème, et vous allez voir que l'entreprise peut durer. Premier élément. Deuxième élément, quand vous créez, il faut trouver, disons, l'occasion pour quand même prospérer à travers, et tout, disons, quand on parle de l'entreprise, c'est depuis, et disons, la matière première jusqu'à la commercialisation pour ceux qui sont dans tout ce qui est transformation agroalimentaire ou industrie alimentaire. Mais dans ceux qui sont dans les services également, c'est de voir l'environnement. Ceux qui sont dans les prestations intellectuelles. Si vous attendez que ce soit des appels et des avis en manifestation que vous devez suivre, vous risquez donc de disparaître aussi. Mais vous devez anticiper pour faire des propositions, et disons, de formation, des thématiques qui doivent accrocher donc la population, ce que les gens ont besoin pour renforcer leurs capacités, et vous les offrez cela, et vous allez voir. Et donc, je ne veux pas donner des exemples ici pour ne pas faire donc de la publicité. Et nous essayons chaque mois d'identifier un thème en ce qui concerne donc des renforcements de capacité, et nous envoyons ça dans l'opinion, et je pense que d'une manière ou d'une autre, et nous avons quand même les gens qui s'inscrivent et nous organisons ces formations au profit des concitoyens qui en veulent bien. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il y a le financement. Ça, c'est le gros lot. Et tout cela nous amène à se mettre ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, disons, des contrats. Vous pouvez gagner des marchés, mais vous n'avez pas les ressources pour exécuter. Et beaucoup d'entreprises disparaissent parce que lorsque vous ne respectez pas les délais du contrat, vous êtes rayé donc de la liste donc des entreprises et vous échouez. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vais vous dire que c'est ahurissant. Aujourd'hui, moi, mon État, l'État béninois, est pratiquement incrédible. C'est-à-dire qu'il n'est plus crédible devant les banques pour accompagner les entreprises. Lorsque vous venez, par exemple, avec un bon de l'administration. Un bon... on ne sait pas.
On ne sait pas. Les gens ne vont pas vous donner les raisons claires, mais la conclusion que nous tirons en tant que chef d'entreprise, ça veut dire que les gens insultent notre État pour dire que l'État béninois n'est pas crédible. C'est pourquoi, quand vous amenez un bon de l'État, les gens ne sont pas prêts à vous accompagner. Mais pour cela, on peut discuter avec le FONAGA, qui est un fonds national de garantie, qui fait également beaucoup de choses avec certaines banques. Et nous devons cultiver cela. C'est pourquoi on se positionne comme une force de plaidoyer et de proposition d'action. Donc, nous identifions les problèmes, nous réfléchissons au niveau donc, de notre cadre et nous allons vers les institutions pour les faire donc, des propositions. Au niveau donc, de l'impôt, la direction générale des impôts, vous prenez, et disons, la loi des finances. Je vous assure, il y a des avantages au profit donc, des entreprises. Mais combien d'entreprises sont informées sur ces allègements fiscaux? Non. Donc, nous allons les inviter de temps en temps, par exemple, à venir nous renforcer sur ces opportunités au profit donc, des entreprises. La direction générale du budget, ils ont l'obligation de venir vers nous, de venir partager tout ce qu'ils ont élaboré et qui peut être opportunité au profit donc, des entreprises. Donc, nous allons donc nous positionner dans cet écosystème pour pouvoir quand même rapprocher les informations qui sont rares aujourd'hui vers donc, la masse donc, des chefs d'entreprise qui sont avec notre réseau. Votre réseau va naître vendredi? Oui, et nous avons commencé cette bataille depuis l'année passée. Mais je pense que l'épigologue, c'est le vendredi prochain où nous allons tenir notre congrès constitutif et ça aura lieu à Godomé ici et à la bibliothèque Bénin Excellence où nous invitons tous ceux qui sont chefs d'entreprise, tous ceux qui pensent qu'on peut être dans un groupe plus fort et être une force de proposition de plaidoyer vis-à-vis donc des pouvoirs publics et de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial de se joindre à nous pour que nous puissions quand même se mettre ensemble pour pouvoir donc mutualiser nos efforts. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire, lorsque vous êtes une entreprise au Bénin, par mois, vous devez dépenser au bas mot 600 000 francs pour votre souveraineté. Le loyer, l'électricité, l'internet, secrétaire, comptable. Ce n'est pas évident dans cet environnement. Combien de Béninois, combien d'entreprises ont pion sur rue, puissent dépenser 500 000? Ça, c'est dans rien. Et vous rentrez maintenant dans les états financiers. Je vous en prie, ce n'est pas de la blague. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble pour proposer des alternatives au pouvoir public. Donc, nous sommes dans cette démarche et je pense que l'écho sera favorable auprès donc, de nos autorités pour pouvoir. Nous ne sommes pas là pour, en termes de, comme un syndicat, non, loin de là. Nous sommes là. Vous avez peur d'être un syndicat? Un syndicat, c'est normal dans une république, non? Bon, c'est normal, mais ce n'est pas la meilleure famille. Il y a plusieurs manières donc d'avoir des choses. Et moi j'ai enseigné le syndicalisme pendant 18 ans aux enfants. Et donc, ceux qui vont très souvent par des bras de fer, ce n'est pas évident qu'ils aient donc des réponses. Parce qu'après, il faut se tourner et discuter autour de la table. Mais quand vous n'allez pas le plaidoyer, quand vous avez des factuels, vous avez des évidences, et vous rencontrez les autorités, vous discutez avec elles, je pense que elles ont quand même l'écoute favorable. Et nous sommes optimistes et nous pensons que ça sera bénéfique pour le monde de l'entrepreneuriat au Bénin. Maurice Bemenou, merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Bonne journée. À vous. Bonne chance aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va marquer la pause maintenant. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avakba ou Parakou, Transa. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension.
Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. C'est donc le moment de suivre le commentaire de la rédaction de ce matin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour. Après la prise de pouvoir par les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les juntes au pouvoir ont promis de mener la transition et de retourner le pouvoir aux civils, mais visiblement l'attente commence par être très longue. Oui, Tanguy, l'attente commence par être très longue pour ceux qui surtout tiennent au retour à l'ordre constitutionnel. Je dirais même que j'ai l'impression que cette question ne semble plus à l'ordre du jour dans ces pays auxquels est embourbée dans une incertitude totale. Le Mali, depuis le 24 mai 2022, Assimi Goïta devient président de la transition, une transition qu'il a promis de mener en résolvant la crise sécuritaire en un temps record, mais on en est encore là. Ensuite, le Burkina Faso avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, bientôt 2 ans, et puis le 26 juillet 2023 au Niger avec le général Tiani. Dans chacun de ces pays, les transitions annoncées étaient dans des périodes relativement courtes et devraient durer entre 6 mois et 12 mois. Ces délais retenus sous la pression de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et aussi de la communauté internationale. Avec le non-respect des délais initialement annoncés pour prendre le pouvoir, la question de la transition est devenue un véritable problème puisque pour le cas spécifique du Mali par exemple et du Burkina, pour ne prendre que ces exemples, elles étaient prévues sur la base d'accords avec la CEDEAO et voilà qu'entre-temps, les États de l'AES ont été créés. Donc on ne peut dire que ces accords sont toujours en vigueur. Dès lors, la transition va rester au bon vouloir des dirigeants de ces pays parce que non tenus désormais par les accords de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La base juridique semble inexistante et les juntes au pouvoir peuvent se targuer de cela pour rester à la tête des pays tout le temps qu'ils voudront. De même, ils pourront avancer l'autre gros alibi qu'est la non-résolution des problèmes sécuritaires et la stabilité dans les pays, un argument de taille qu'ils ont brandi en prenant le pouvoir par les armes et le retrait de la CEDEAO pour créer l'AES, l'Alliance des États du Sahel, peut être l'autre face cachée de l'iceberg pour passer le temps voulu aux commandes. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, on dira que tant que la sécurité et la lutte contre le djihadisme, encore le terrorisme, n'auront pas une issue rassurante, eh bien, il ne servira à rien d'organiser des élections soi-disant démocratiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour qui veut les contredire, ils les enverront lire le cas ukrainien avec Zelensky qui refuse d'organiser des élections sous le prétexte de l'instabilité qui règne dans le pays et tous les pays occidentaux et même les États-Unis se taisent exprès sur le sujet Tanguy. Quelles peuvent être les implications de cette situation et y a-t-il des chances de retour à l'ordre constitutionnel? Et pour ce qui concerne le premier volet de votre question, on assiste déjà à une sorte d'élasticité de la transition au Mali, au Burkina Faso et un peu moins au Niger. Donc les régimes militaires vont rester pendant un bon bout de temps encore en avançant les arguments que j'ai énumérés plus haut. Ensuite, cela peut donner lieu à des grincements de dents, comme c'est déjà le cas au Mali, où on se lasse déjà de la présence de la junte. Plus d'une centaine d'organisations de la société civile a demandé récemment l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais là encore, cette pression des forces vives de ces pays peut se heurter à l'absence de cadre légal. Évidemment, les accords avec la CEDEAO n'existent plus. L'autre conséquence non moins importante que j'y vois, c'est le risque de nouveaux coups de force dans ces États par d'autres militaires qui peuvent estimer que ceux qui sont là ont échoué pour n'avoir pas pu organiser très vite des élections et même pour n'avoir pas fini avec les problèmes du terrorisme et autres. Et ce serait bien dommage. Aussi, peut-on craindre une explosion au plan social puisque, rappelons-le, si les militaires sont en train d'engranger des points sur le plan de la lutte contre le terrorisme, il n'en est pas forcément autant sur les autres plans, à savoir la cherté de la vie, le problème de l'emploi, la consolidation de l'unité nationale. Le risque, c'est de voir ceux qui adulaient Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou le général Tiani
devenir ceux qui vont les désavouer, les vouer aux gémonies tout de suite. Mais toutefois, l'espoir de voir ces pays retourner à l'ordre normal des choses n'est pas perdu d'ailleurs. Si ces militaires tiennent à inscrire leur nom dans les annales de l'histoire, ils doivent tout faire pour dérouler un agenda conséquent, passer la main aux civils à travers des élections indemnes de contestation et retourner calmement dans les casernes. J'ai pu écouter encore sur les chaînes internationales le dialogue national ouvert par Brice Oligui Nguema du Gabon pour essayer d'organiser des élections en 2025 qui seraient sorties par la grande porte. Merci beaucoup à vous, Franck, pour ce tour d'horizon qui plante le décor de notre discussion ce matin. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Faut-il déjà se fatiguer je dois dire de la durée des transitions dans ces différents pays-là? Oui, parce que, vous savez, je suis affirmatif du fait que quand on dit qu'on doit partir à un moment ou à un autre, une échéance en est une, en fait. Il ne faut pas rendre élastique les délais à la tête des républiques, parce que quand on dit république, ça veut dire littéralement chose de tous. Donc tous ont droit d'accéder aux fonctions les plus élevées selon les règles érigées et dictées comme telles dans le pays. Donc après Assimi Goïta, les partis politiques, des personnalités influentes rêvent grand également pour le Mali, au même titre que ses militaires. Donc à un moment donné ou à un autre, il faut, selon les termes du contrat qui lie avec les gouvernés et les populations, il faut à un moment donné partir. Maintenant, quand cette légitime préoccupation est remontée et que je prête flanc à cela ce matin, de l'autre côté également, je tiens compte spécifiquement du contexte malien. Le contexte est tel que IBK, face à la menace sécuritaire, était un peu trop timoré selon certaines langues au Mali, selon certaines observations. Ils ont trouvé que les discussions avec les partenaires comme la France, comme l'Union européenne, la MINUSMA des Nations Unies, le programme, la MINUSMA qui avait déjà pris son envol avec la CEDEAO ici et qui ensuite s'est étendu, des militaires de rang et des officiers supérieurs ont trouvé que ça allait à pas de tâtons et que jamais le Mali n'appartiendrait plus totalement aux Maliens, parce que nous parlions à une époque où nous parlons d'une époque à laquelle 2/3 du territoire malien n'appartenait plus aux Maliens, et donc ils ont pris les armes, ils ont évincé IBK. Ensuite ils ont trouvé que Banda, ou le civil amené, était encore... On fait toute l'histoire, William. Il faut justement savoir à quel point on en est aujourd'hui véritablement, si on a avancé et si on est en droit de se plaindre de la durée que prend, je dois dire, cette transition. Justement, si je n'étale pas un peu la chronologie des événements, Franck l'a déjà suffisamment planté. Oui, mais pas les éléments que je suis en train de rajouter. Vous voyez, à un moment donné, Choguel Maïga le disait dans son interview à la presse internationale, il dit que les messieurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont vécu en tant que FAMA, forces armées maliennes, des frustrations qui leur montrent que ce territoire malien ne sera jamais reconquis si les choses continuent en l'état. C'est ce qui les a amenés à prendre le pouvoir. Est-ce que c'est un justificatif? Non, dans une république, il y a des règles pour accéder au pouvoir. Maintenant, quand vous y accédez, il y a matière à faire ce que vous avez à faire et à partir. On dira qu'ils ont repris Kidal. C'est la plus grosse réussite de ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés au centre du Mali. En moins de 2 ans. Ils sont retournés au centre du Mali. Au nord, plus encore, ils remettent en cause l'accord d'Alger avec les Touaregs, avec les rebelles de l'Azawa de 2015. Ils disent que c'est un instrument occidental. Bref, ils font partie des bases militaires françaises. C'est un acquis parce que, voilà, des pays qui ne mangent pas à leur faim, mais qui ont des bases militaires étrangères à chaque coin de leur... Donc, je trouve qu'ils ont des raisons suffisantes, mais l'élément essentiel est que pour ces raisons, on ne peut jamais dire qu'on ne va pas quitter le pouvoir. Parce que même si c'était des civils, l'État est une continuité et les chantiers entamés, d'autres les achèvent. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Oui, je demandais à William s'il fallait se fatiguer de la durée de cette transition.
vous savez, à mon sens, les questions de transition au niveau de ces pays, pour l'heure, ne sont pas une préoccupation pour les hommes forts d'aujourd'hui. Vous savez, au Mali, on est parti d'abord sur la base de 18 mois. Après 6 ans, on est revenu à 3 ans et demi. On devrait organiser les élections en février 2024. Cela n'a pas été fait. Et dans les autres États également, il y a des engagements qui n'ont pas été respectés. Moi, je pense que l'erreur au niveau de l'état d'esprit de ces hommes, c'est de penser que à eux seuls, ils ont la solution aux problèmes de leur peuple et que d'autres personnes ne peuvent pas véritablement le faire. Ils estiment qu'aujourd'hui, avec la force militaire qu'ils ont autour d'eux, ils ont la possibilité vraiment de prendre des décisions fortes, n'est-ce pas, de pouvoir redresser le pays au plan sécuritaire, que sais-je encore. Et donc, le départ risque, à la tête de ces États, risque de noyer tous les efforts. Et vous savez que c'est ça l'erreur d'une transition. Et quand on est convaincu de ça avec cet état d'esprit, on est vraiment parti pour durer. Et c'est tout le problème que ces pays ont avec par exemple la CEDEAO. Parce que pour la CEDEAO, il faut un agenda clair établi, n'est-ce pas, qui va pouvoir nous conduire vers l'organisation des élections et puis ensuite vers une transition, vous savez. Et donc, ça devient un peu fatigant, n'est-ce pas? Et quand vous êtes organisation de la société civile et que vous abordez le sujet, c'est très dangereux pour vous. Quand vous êtes journaliste et que vous estimez qu'on est en train de s'éterniser, ça devient un problème. Il faut croire que ces messieurs sont en train, je dirais, de faire une forme de poutinisation de leur pouvoir, d'autant plus que c'est leur allié et puis c'est peut-être un modèle. C'est vrai que le cas du Mali, William l'a relevé, il y a eu des résultats qui atténuent un tant soit peu la longueur de la transition des villes qu'on a récupérées aux mains des djihadistes, n'est-ce pas, et qui justement est utilisé véritablement comme argument, n'est-ce pas, pour davantage légitimer le fait qu'on est toujours au pouvoir. Mais ce n'est pas le cas au niveau de la Guinée de Mamadou Doumbouya, qui lui, vous voyez un peu ses escortes à longueur de journée, il est plus sécurisé en tant que chef d'État que le reste de sa population. Toutes les fois qu'il se déplace, même pour aller dans une mosquée, on déplace toute l'armée, c'est à croire que sa vie, elle est plus importante que la vie des Guinéens. Eloche, bonjour. Vous êtes aussi fatigué de la durée des transitions? Pas fatigué, mais c'est vrai que la transition d'une certaine manière prend du temps, mais il faut l'analyser sous deux aspects, sous deux angles. Le premier angle, c'est d'abord de voir pourquoi aujourd'hui la transition prend autant de temps. Et la seconde option, c'est de voir est-ce que vraiment ce que nous sommes en train d'avoir comme transition n'est pas plutôt un mandat qu'on s'offre simplement pour pouvoir aller de l'autre côté. Dans le premier cas, pourquoi la transition prend du temps? Nous allons remarquer que dans bien des cas, ce sont des pays qui se sont retrouvés, surtout quand je prends le cas du Mali, qui sont retrouvés à la tête d'un pays, dans l'État où il y a eu beaucoup de changements qui s'imposaient. Je prends le cas du Mali précisément, où dès qu'on est venu, on s'est rendu compte qu'il y a des accords à modifier, il y a des institutions à corriger, il y a également des dispositions sécuritaires, militaires à prendre. Quand on regarde tous ces aspects, il faut se demander, est-ce que le temps qu'on s'offre, ou du moins le temps que la communauté internationale observe et qui a priori est relativement long, est-ce que vraiment ce temps permet de corriger? L'autre chose est de savoir, est-ce que véritablement on pourra tout corriger avant de passer aux élections? Parce que qu'on le veuille ou non, ils sont dans une république, et la république, le mode de la république, c'est l'alternance au pouvoir qui commence d'abord par une élection transparente et crédible. Mais on se rend compte que le système panafricaniste qui est en train d'être mis en place d'abord, c'est de pouvoir, rompre les amarres avec, d'une certaine manière, l'ancienne colonie. Et l'autre chose, c'est de pouvoir maintenant s'offrir, ou du moins se donner cette autonomie, cette intégrité nationale, et pour maintenant aller beaucoup plus négocier, pas pour rompre complètement avec peut-être l'ancienne colonie, mais plutôt pour renégocier les clauses, c'est-à-dire les clauses qui ont été faites d'une certaine manière avant les indépendances. Et on a vu effectivement le Mali qui a rompu beaucoup de clauses dans ce sens-là. Est-ce que ce sont les procédures, c'est-à-dire ce sont les bases à poser pour pouvoir maintenant réinstaurer une certaine stabilité socio-économique et surtout militaire qui prend du temps? Ça, c'est la question
que nous avons tous à nous poser. Mais l'autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux angles, c'est dit, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être face, nous ne sommes pas face à un mandat déguisé qui c'est en fait une transition plutôt qui se mue en un mandat qu'on s'offre, mais un mandat de façon illégitime, qu'on le veuille ou non, ce mandat est illégitime. Illégitime ou illégal? Non, illégal et illégitime, les deux à la fois. C'est illégitime et illégal. C'est pour qu'on appelé populaire, l'alliance populaire ne donne pas la légitimité. L'alliance populaire ne donne pas la légitimité à un coup de force. Un pouvoir légitime, la population dès que vous optez pour un coup de force, vous pouvez dire que la population vous accompagne, mais ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal. Il faut qu'on ait le courage de le préciser. Donc maintenant la question est de savoir, est-ce que nous ne sommes pas face à une transition qui se mue en un mandat qu'on s'auto-offre? Oui, c'est vrai que la question de la légitimité, vous voyez, elle est relative, hein, parce que autant il y a des gens qui, disons, haranguent la foule ou bien qui manifestent positivement pour un coup de force, autant il y a des gens dont on a renversé peut-être les leaders qui ne sont pas du tout contents et qui sont également dans la population. Donc, pour moi, le peuple est divisé. Eux, ils ne peuvent pas manifester. On va les mater. On va justement les mater. C'est dangereux. Donc, moi, je pense que plus la transition dure dans un État, plus elle engendre des dérives. Elle engendre disons, elle ne permet plus à ceux qui sont au pouvoir de cerner la mission ou de cerner, disons, les priorités. Plus elle dure, plus elle crée une certaine incertitude dans la tête des populations, parce que l'objectif final, c'est de mettre en place des institutions et d'organiser des élections démocratiques. Mais à la lueur où vont les choses aujourd'hui dans les États de l'Alliance du Sahel, moi je pense qu'on est en train de passer un tout petit peu à côté de la plaque. Vous savez, une transition, c'est la période qui consacre le passage d'un régime autoritaire ou d'un régime militaire à un régime démocratique. Ce temps-là doit être relativement court pour ne pas engendrer d'autres problèmes. Parce que les militaires ne sont pas faits... Quel est le temps relatif? Le temps relatif que nous connaissons, c'est 6 mois. Pour une transition. C'est 6 mois. Okay. C'est 6 mois. C'est 6 mois et peut-être on renouvelle ça une fois, donc disons entre 6 mois et 12 mois, et le jeu est fait, vous rendez le pouvoir aux civils, vous mettez en place des bases solides pour régler les problèmes sécuritaires, parce que si même vous êtes dans les casernes, c'est que vous pouvez apporter votre expertise à celui qui va se mettre au pouvoir. Si tant est que vous avez fait un bon travail, il va vous consulter. Le pouvoir n'est pas fait pour les militaires. Les militaires, ils sont dans les casernes. Ils défendent la sécurité du territoire. Ils défendent, disons, les valeurs de l'État. Et ils essaient de protéger l'État contre les agresseurs et tout. Mais tu dis que la République est compartimentée, de sorte que chacun a son couloir, chacun a son job qu'il doit jouer pour construire la nation, à savoir les civils, gérer le pouvoir politique, les militaires, défendre la sécurité du territoire, la société civile, disons les hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si on en arrive à avoir des coups de force, c'est parce qu'à un moment donné, les civils ont failli, et dès qu'ils ont failli, vous prenez le pouvoir. Et il faut le remettre encore pour qu'il faillisse à nouveau. Oui, il y a d'autres civils. Non, il y a d'autres civils. C'est un cycle qu'il faut pas arrêter. Oui. Il n'y a pas que ceux qui ont failli qui sont dans l'État. Il y a d'autres civils qui peuvent mieux faire le travail. Et très souvent, lorsque la transition... Est-ce qu'on ne fait pas une petite erreur? Parce que nous avons sur le continent, si mes comptes sont bons, 5 pouvoirs militaires nouvellement installés. On a le Gabon, on a la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Donc ça fait 5 pouvoirs quand même militaires qui sont venus récemment au devant de la scène politique. Est-ce qu'on ne fait pas une petite erreur en mettant tout cela ensemble pour dire que la transition elle est trop longue, William? Avant d'en venir à cette question qui est justement la relance qui vient de l'analyse de Franck, son dernier volet, il y a deux questions qui me sont très essentielles. La question de la légitimité. Dans une république qui opte pour la forme de gouvernance appelée démocratie, aucune légitimité n'est sans règle. C'est-à-dire la légitimité va de pair avec la légalité. Et cette légitimité, c'est dans les urnes. Le peuple souverain envoie à travers son bulletin de vote, donne plein pouvoir, donne carte blanche à une personne ou
fait la déchéance d'un pouvoir, qu'il soit despotique ou non, autocratique ou non. La liesse populaire donc un troisième mandat, un quatrième mandat des scores à la soviète, c'est légitime. Pas du tout. Parce que j'ai dit que la légitimité va de pair avec la légalité. Oui. Si la légalité est déjà tronquée dans sa source et qu'on surfe sur ce que Maître Wade a créé au Sénégal, la fameuse notion de nouvelle république que je mets entre griffes, et que c'est sous ce couvert qu'on redonne un mandat constitutionnel à quelqu'un qui en a déjà fait deux, attention, la légitimité qui serait issue de cette légalité tronquée de fait est tronquée tout aussi. C'est un... Ça, c'est la première question évacuée. C'est la première question évacuée. Le deuxième point évacué, c'est ce que Ulrich dit sur le mandat que les gens s'offrent. C'est normal. Quand des juges constitutionnels qui ne sont plus en poste, parce que la constitution qui établit leur pouvoir et fonde leur pouvoir a été évincée, a été déchirée du moins par un putsch militaire, et que ceux qui ont perpétré ce putsch se mettent à prêter serment par 2 fois au Burkina, par 2 fois au Mali, devant ces mêmes juges constitutionnels qui les investissent après la menace des armes pour accéder au pouvoir. Là, on a recréé un autre État, on a semé une pagaille. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils disent, nous n'allons pas accepter que vous prêtez serment devant nous, c'est ça? Justement, dans des contextes comme ça, quand vous acceptez parce que vous y êtes contraint, c'est ce que ça engendre. Parce que Assimi Goïta vous dira qu'il a prêté serment, un peu comme Brice Oligui Nguema, un peu comme le capitaine. Tout le monde a prêté serment. Il prête serment. Ça sort d'où? Un universitaire béninois que je respecte beaucoup a même écrit un article scientifique là-dessus que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la semaine écoulée. Il appelle ça des coups d'État 2.0 avec une recherche de légitimité qu'ils n'auront pas. Donc sur la question de la légitimité et du mandat qu'ils s'offrent, c'est normal, c'est parce que nous sommes dans le non-droit et c'est pour cela qu'il faut des solutions sénégalaises aux crises démocratiques. Il ne faut pas la solution des armes parce que la solution des armes libère de la tyrannie d'un seul homme dans sa dérive, dans ses dévoiements, mais renvoie dans d'autres dévoiements inarrêtables dans un état de droit. Pour en venir maintenant à votre question sur les taches d'huile, sur le fait que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une équation à plusieurs inconnus. C'est normal. Idriss Déby Itno est mort depuis le 20 avril 2021. Ça fait 3 ans. Oui, j'ai même oublié même celui-là de le compter parce que c'est un coup d'État aussi. Justement, même depuis 3 ans. Oui. Mais lui, on l'a laissé mater des populations dans les rues. Lui, des opposants meurent en prison, des généraux meurent en prison. Non, ça c'est trop loin. Il y a même un opposant qui a été... Justement, il y a Bilo, vous voulez dire. Une balle dans la tête récemment. Qui meurt d'une balle dans la tête, ça ce n'est pas grave. Quand on est en odeur de sainteté avec certaines chancelleries internationales, cette transition ne la trouve pas longue et le président qui perpètre ça, après avoir hérité du pouvoir dans une dynastie vieille de je ne sais combien de décennies, lui, il peut être candidat au même titre que son premier ministre, un ancien opposant à la Ousmane Sonko, et ils peuvent aller s'affronter dans les urnes. Là, il n'y a pas de débat. Brice Oligui Nguema, un autre coup d'État 2.0 encore, la grande muette aux côtés d'un président de la République censé assurer sa sécurité. On peut descendre à Bongo, on peut libérer le peuple gabonais de la dynastie Bongo. Mais si tant est qu'on organise un soi-disant dialogue national, qu'on réunit beaucoup de forces vives, qu'on signe beaucoup d'états financiers, que des gens mangent, on arrive à rassembler des gens autour et qu'on bavade beaucoup, on écrit des choses qui aboutiront à blanchir, à rendre immaculés ces actes perpétrés tout aussi condamnables et blâmables que les cas guinéens, maliens et burkinabés, on peut se blanchir, on peut sanctifier. Je dis par là que c'est tout ce comportement qui légitime un peu la réaction des Maliens, des Burkinabés et autres. On a comme impression que la fille France et la fille Occident a plusieurs regards. Franck l'a dit dans son commentaire, Zelensky, quand Poutine là-bas, quand Poutine lui met les feux aux fesses, il peut ne pas organiser les élections. Mais les Maliens vous diront aussi que l'État est parti, qu'il n'y a plus un État. L'État malien s'arrêtait à Bamako. Vous voyez? Oui. Ulrich, rapidement, la question c'est, est-ce qu'il faut mettre tous ces États-là dans le même panier pour dire la transition est longue? Est-ce qu'il n'y a pas de singularité qui isole chacun de ces partis? Merci beaucoup à William de me rappeler que Zelensky a oublié justement d'organiser les élections et que là-bas, la transition n'est pas beaucoup trop longue. Elle n'est pas longue là-bas.
Et il faut dire effectivement que vous aviez compté 5 tout à l'heure, mais c'est 6 en réalité, c'est 6 États. Il fallait ajouter justement le Tchad. Le Tchad, justement. C'est 6 États qui se retrouvent dans cette posture de transition relativement longue. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, quand on regarde les États séparément, moi je pense qu'il faut déjà commencer par le premier putsch parmi les 6 et maintenant compter à partir du tout premier putsch. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le second, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Maintenant, l'autre angle encore d'analyse, c'est de voir derrière ces putschs-là, qui sont ceux qui vassalisent ces putschs, qui sont ceux qui accompagnent ou qui donnent leur onction d'une certaine manière. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous allez remarquer que tous ces pays qui sont en transition, tous ces pays où dans lesquels nous avons des groupes, nous avons la junte militaire au pouvoir, sont toujours vassalisés par des puissances occidentales. Et c'est justement une guerre par procuration qui se pose toujours dans ces États-là. Et maintenant, on parle de transition. Quand il s'agit d'une vassalisation plus ou moins acceptée dans la sous-région, on estime que oui, là, ils ont le temps de travailler. Mais quand ce n'est pas une vassalisation qui n'est pas très vue, qui n'est pas bien vue dans la sous-région, on estime que oui, là, ça a déjà trop duré. Et quand vous faites bien attention, on se pose la question de savoir ceux-là qui se positionnent et qui prêtent serment, et j'apprécie bien William quand il précise que normalement, un putschiste, quelqu'un qui a pris les armes pour arracher, pour récupérer le pouvoir de force, qu'on lui permette de prêter serment, c'est une sorte de légitimité qu'on est en train de lui donner. C'est une sorte de légalité, mais qui ne tient pas parce que ça ne répond à aucune norme. Mais dans le même temps, qu'on veuille demander à ces gens-là d'écourter ce qu'ils pensent être leur mandat, leur période de transition, parce que officiellement on parle de période de transition, mais regardez Doumbouya, mais c'est un chef d'État qui se pavane. Quand vous le regardez, vous constatez que il se donne tous les attributs. Vous avez passé de sa promenade. Non, je n'ai rien contre sa promenade, bien au contraire. C'est un chef d'État. Il est citoyen guinéen, il peut se promener à Conakry. Pour se promener avec tous ses attributs, il faut récupérer le pouvoir des urnes légalement et légitimement. D'accord. Allez les gars, on va faire avancer le débat. Il crée aussi quelque chose qui est arrivé entre temps en Côte d'Ivoire quand on a eu le coup du balayeur balayé. Donc il faut bien se promener et bien protéger. Et puis nous rend service, vous voyez son dress code, il est allé ressusciter les accoutrements de guide libyen. L'Afrique pas ici, l'Afrique est là-bas. Exactement. Donc, en fait, c'est tout le problème qu'on a avec les régimes militaires. C'est qu'on ne contrôle plus rien au plan institutionnel. Oui, c'est normal que quand on a fini de faire un coup d'État, on peut exiger un juge conditionnel devant le but prêter serment. Le monsieur, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut rien faire. Absolument, il est obligé. Et vous avez de ces genres de cas dans pratiquement tous ces États. Et c'est pour ça que les coups d'État ne sont pas justement une forme d'accession à un pouvoir. Il faut pouvoir les condamner, quoi qu'en soient les raisons qu'on a derrière, sécurité, France-Afrique, machin, et puis tout ça. Je pense aussi qu'il y a la peur du lendemain. Vous savez, quand on a fait tout ça pour un coup d'État, on ne va pas rester pour 6 mois et passer le pouvoir. On se pose bien la question, finalement, pourquoi on s'est donné autant du mal, se réveiller la nuit et puis prendre le pouvoir. Et donc, il y a la peur du lendemain de ce que on a pris des décisions, et je pense que ça pèse surtout sur le cas du Mali. Il y a des accords, on a mis fin à des accords. On a quitté la CEDEAO, et donc, si on fait une transition aux mains des civils, on est en mesure de revenir encore sur cette décision. Ce qu'un Goïta ne peut pas du tout accepter pendant qu'il est encore sur le territoire. Donc, ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il faut observer avec beaucoup de tristesse qu'au niveau de ces États, la transition, elle n'est pas pour demain. Non, la fin de la transition. La fin de la transition n'est pas possible. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir par les armes et qu'il est le président d'une cour constitutionnelle, soit obligé de l'amener à prêter serment, c'est tout normal. Il prête serment en tant que président de la transition. Il ne peut pas prendre le pouvoir par les armes, aller s'installer au palais, commencer par exercer le pouvoir. Il faut qu'il donne une certaine l'égalité à ce qu'il a fait. C'est pour cela que les gens sont obligés de prêter serment. Maintenant, même dans les années 90 où on avait une certaine instabilité en Afrique, les transitions ont duré une très courte période. Vous voyez, les gens viennent, ils font 6 mois, ils passent, même c'est vrai que 24 heures après,
on peut encore le décharger rapidement, un autre coup d'État. Mais on faisait des transitions qui étaient dans une période vraiment encadrée. Moi, je dis que rien ne saurait expliquer le fait que lorsque vous prenez le pouvoir par les armes, que vous n'organisez pas très vite, disons, les élections pour la dévolution du pouvoir au civil, rien ne saurait expliquer cela. Lorsque vous venez au pouvoir, vous avez dit, voilà, nous avons constaté qu'il y a des problèmes, il y a une certaine, disons, il y a un gâchis au sommet de l'État, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Ça veut dire que vous aviez connaissance de ce que vous alliez faire avec précision. Et donc, dès que vous venez, les gens sont maintenant, ils se heurtent à la réalité du pouvoir. Ce n'était pas aussi facile pour les civils lorsqu'on les accuse, par exemple, de ne pas régler les problèmes des populations et en même temps le problème de l'insécurité grandissante dans certaines contrées de ces États-là. Donc, lorsqu'on vient au pouvoir, on se dit qu'on a du temps et c'est pourquoi le mandat, dans certains pays, ça dure. Le mandat présidentiel dure soit 6 ans ou soit 5 ans ou ailleurs, je ne sais, 7 ans ailleurs. Donc, il y a du temps pour régler les problèmes. Même si on leur donne à eux 10 ans, je vous dirais qu'ils ne parviendront jamais à résorber les problèmes auxquels les populations sont confrontées parce que justement, c'est des problèmes qui ont eu le temps de s'ancrer dans le quotidien des peuples de ces États-là. Donc, il faut du temps pour régler le problème. C'est trop égoïste. Oui. On ne finit jamais de régler les problèmes de peuple. Oui, c'est vrai. Et cela, les militaires doivent l'appréhender, doivent apprendre cela pour dire que, écoutez... Si la motivation de leur transition, c'est de régler vraiment tous les problèmes de leur peuple, alors ils sont partis pour être éternels. Hein? Parce que, écoutez, charge que Dieu fait, nos peuples ont des besoins. Absolument. Nos peuples ont des besoins. Donc, ils ne peuvent pas... Enfin, il y aurait en venant au pouvoir. Il y aurait en venant au pouvoir. Nous menons le débat en ne nous posant pas les bonnes questions au départ. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il faut mettre toutes ces transitions dans le même panier et faire le débat? Et je vais commencer déjà à aider à faire une clarification. Chaque coup d'État qui a été perpétré dans ces 6 États avait chacun un mobile bien précis. Dans les États de Sahel, ils ont parlé de sécurité et du terrorisme qui prenait de l'ampleur. Et je crois que quand on observe un peu le comportement de ces régimes, la priorité, enfin, ce à quoi ils ont donné priorité jusque-là, en tout cas quand j'observe, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils n'ont pas des résultats? Est-ce qu'en l'état actuel, ils peuvent passer le témoin? C'est des questions qu'il faut se poser au départ. Dans les autres transitions, ils sont venus pourquoi? À Libreville, il est venu mettre fin à un régime qui durait trop avec un monsieur qui était grabataire mais qui voulait encore être président. Est-ce qu'il a résolu le problème fondamental? Est-ce qu'il a eu déjà le temps suffisant de régler ce problème-là? Au Tchad, par exemple aussi. Donc, on peut se poser des questions ainsi de suite, de façon à identifier à partir des régimes qui sont installés, si effectivement, on est en mesure de se dire aujourd'hui si la transition est longue ou pas, s'ils sont là et qu'ils ont des résultats ou pas, s'il faut trouver un moyen de redirectionner justement leurs actions au Tanguy et Eric. Il n'y a pas de singularité à avoir au niveau de ces États. Un État militaire reste un État militaire. Moi, j'ai toujours estimé que les raisons qu'on a que les raisons qu'on a évoquées, ce ne sont que des prétextes pour arracher le pouvoir. Quel est ce pays qui Quel est ce pays qui n'est pas menacé par le terrorisme? Enfin, plusieurs pays. Les États-Unis, oui, matin, midi, soir. Oui, c'est comme Biden qui dira que bon, parce que nous avons des informations qui font état de ce que notre pays est sous menace, je reste au pouvoir, je ne quitte pas le pouvoir, mais les militaires prennent le pouvoir. Non. La vie d'un État est frappée. La vie d'un État est frappée par plusieurs problèmes. Mais cela n'a même pas des militaires à prendre le pouvoir. On a fait le coup d'État au Gabon. Moi, je sais que William a compris qu'au Gabon, Assimi Goïta faisait partie des militaires de rang. Vous me permettez de prendre le contrôle? Oui. D'accord. On a compris qu'au Gabon, que c'était un maquillage. Oui. On a compris. Voilà. Assimi Goïta faisait partie des militaires de rang qui, à la porte de Kidal, se faisaient interdire l'entrée dans une ville malienne par des Français qui étaient basés à Kidal.
Kidal. Assimi Goïta et Éric Guédélan ne peuvent pas avoir le même discours sur le problème de la sécurité au Mali. Quand 2/3 du territoire de votre pays, le pays pour lequel vous avez donné votre sang, et que vous avez pris un treillis militaire, le pays pour lequel vos frères d'armes tombent tous les jours, alors que ce n'est pas la thérapie pour régler un problème, vous ne tenez pas le même discours sur la sécurité. Les États-Unis, il n'y a pas un seul État où l'État américain n'est pas présent. Hors de Bamako, à 100 km de Bamako, l'État malien avait disparu. Quand nous étions à une certaine époque. D'accord. Et Assimi Goïta a réussi. Mais la réussi. Par contre, la résolution du problème ne se trouvait pas dans la prise des armes. C'est la thérapie pour moi. On a vu quand même qu'il a fait succéder plusieurs régimes civils et que le problème n'était pas. Enfin, justement, c'est là qu'il faut faire le véritable diagnostic. Parce que moi, je trouve aujourd'hui que le chef de file de cette transition militaire dans l'AES, c'est Assimi Goïta. Et il a le droit de porter ce titre parce qu'il a des résultats à son actif. Ne nous mentons pas. Sur le point opérationnel, il a primé les droits de l'homme, il bâillonne les opposants, mais sur ce qu'il a dit qu'il veut faire, il utilise les mauvais moyens, mais il atteint son objectif. Il bombarde des villes entières avec des civils, mais il a atteint le résultat de faire disparaître des djihadistes, de les pousser au plus loin, même s'il y a des attaques tous les jours. Maintenant, est-ce que la solution de tirer comme à la Muammar Kadhafi sur des civils pour faire partie des gens qui ont des armes, est-ce que c'est la solution? Est-ce sur la solution qui est s'éterniser au pouvoir, ou bien en janvier, quand l'échéance finit le 26 mars. Quand la gangrène a atteint, je dois dire, un niveau donné, il faut couper le pied pour que le corps se sauve. Mais les gens vont partir au Mali. C'est tout le mal que j'ai avec Assimi Goïta. Je voudrais dire qu'à côté des bonnes questions que vous avez posées, il faut mettre les discours de ceux-là quand ils viennent au pouvoir. Ils disent, nous allons passer un temps record, nous allons mener la transition, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. On en est aujourd'hui. Assimi Goïta, d'accord, il a eu des résultats. Il a chassé les djihadistes ou les terroristes de Kidal parce qu'il en avait marre, il ne pouvait pas aller à Kidal. Est-ce que dans le temps, ils avaient véritablement les moyens d'aller et d'affronter les terroristes qui étaient vraiment armés eux aussi? Est-ce qu'il y avait les moyens? C'est une interrogation. Aujourd'hui, il a atteint ses résultats. Ils ont pris certaines villes qui étaient aux mains des terroristes. Dans Mali également, est-ce que les problèmes des Maliens sont réglés? Moi, j'estime que, par exemple, pour le cas du Mali, on est déjà, je crois, 3 ans de transition. Pour le cas du Mali, il y a eu bientôt 4 ans. Donc, pour le cas du Mali, par exemple, Assimi Goïta doit commencer par envisager l'organisation des élections. Je suis d'accord qu'il faut catégoriser, il faut singulariser les coups d'État au niveau du Gabon. On a dit qu'il y avait une mauvaise gestion, il faut mettre fin à la dynastie Bongo et tout. Au Tchad ou ailleurs, il y a des problèmes qu'on a évoqués, mais jamais on ne doit pas perdre de vue qu'une transition doit se faire dans un temps record. Parce que si vous ne le faites pas dans un temps record, si vous ne le faites pas dans un temps record, ça veut dire que vous-même vous êtes en train d'échouer. Pour moi, c'est clair. Le riche. Ouais. Effectivement, quand on parle de temps record, c'est assez relatif parce que c'est en fonction de ce que des problèmes qui se posent, qui étaient déjà là avant que la personne ne vienne, avant que le putsch ne se fasse. Et parfois même, ce pourquoi le putsch a été perpétré. Quand je prends typiquement le cas du Mali, c'est vrai qu'effectivement, vous avez vu, il y a des accords qui ont été aujourd'hui résiliés, des clauses qui ont été résiliées. Ces clauses ont pris du temps. Il y a eu des choses, des dispositions qui ont été prises. Regardez par exemple, tout le monde parle du départ de l'armée française. On a vu le temps que ça a pris. On a vu la procédure. Tout cela, ça prend du temps. Et j'avoue que quand on regarde tous ces aspects, on se dit, ça prend du temps, ça prend du temps. Rien que le retrait de forces françaises, on a vu banalement, ça fait plus de 9 mois. Il faut qu'on l'observe. Ça fait plus de 9 mois, ils ont réussi. Donc pendant ces 9 mois-là, il a fallu que l'armée, la junte au pouvoir suive, mette la pression pour que ça aille jusqu'au bout. Il y a ce travail qui a été fait. Observez aussi, ne serait-ce qu'à Kidal, après avoir récupéré Kidal, ils se sont rendus compte que la gangrène était même au niveau de l'administration de Kidal. Il y avait certaines autorités de Kidal qui pactisaient avec les terroristes et tout ça. Il y a tout un travail qui se fait en filigrane et que la communauté internationale ne voit pas. C'est pour cela que je dis que c'est relatif. Il y a un travail, ou du moins s'il y a des raisons pour lesquelles le putsch a été perpétré. Et
William a su bien le dire tout à l'heure, quelqu'un qui a mouillé les maillots, qui a mouillé plutôt le treillis, pour voir, et qui a même saigné pour son pays d'une certaine manière, qui a voulu d'une certaine manière terminer, en découdre avec des terroristes dans une période donnée, et qui a été bloqué, parce qu'il ne pouvait pas aller vers cette ville-là. Vous savez, quand c'est comme ça, à un moment donné, vous vous dites, il faut coûte que coûte qu'on règle ce problème définitivement. Maintenant, la question de transition. Est-ce que c'est trop long? C'est justement là que se pose tout le problème. Est-ce que, aujourd'hui, à l'étape où on en est, c'est vrai qu'il y a eu des résultats qui ont été engrangés. Quand je prends le cas du Mali, il y a des résultats qui ont été engrangés. Il y a eu des réformes qui ont été des réformes qui ont été amorcées. D'ailleurs, le Mali n'était pas autant équipé en armement. Aujourd'hui, le Mali s'est équipé en armement pour pouvoir faire face à des terroristes qui utilisent l'arme lourde contre la population, qui utilisent l'arme lourde contre l'arme malienne. D'une certaine manière, il y a eu des résultats. Mais maintenant, est-ce que déjà, on ne commence pas à penser à passer la main à un gouvernement civil, à un chef d'État démocratiquement élu? C'est là maintenant que le Mali doit pouvoir montrer sa grande... finir avec King. Mais si les résultats de Assimi Goïta sont si légendaires, qu'il reste alors éternellement au pouvoir et qu'il règle tous les problèmes. On peut pas. Parce qu'on ne peut pas condamner la prise de pouvoir par la force et estimer que parce qu'on a des résultats, on a le droit de s'éterniser à la tête d'un État. C'est ce que William n'a pas dit ça. Personne n'a dit qu'ils ont le droit de faisons pas... Non, il faut simplement analyser les résultats obtenus. On va laisser Eric finir. Moi, j'estime que la vocation de l'armée, c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de le faire. Il peut faire la transition et continuer par jouer ce rôle au sein de l'armée et continuer par observer des résultats. Nous aurons évolué ou pas? Il y a une transition, mais l'armée continue. Oui, mais s'il n'est pas chef d'État, ce n'est pas je pense que en réunissant les Maliens, on peut trouver cette formule de pouvoir évoluer. Parce que quand on a fini de citer tous les bons résultats d'Assimi Goïta, il reste toujours un militaire à la tête d'un État. Et qu'après le discours de la transition, ce qu'on n'observe pas... les gars, je dois vous remercier. William, ce n'est pas long. Non, pas du tout long. Vous voyez, parfois on peut avoir toute la communauté internationale au dos, comme Fidel Castro à Cuba, faire un régime militaire s'éterniser. Pour moi, on peut avoir des résultats, mais ce n'est pas la meilleure thérapie. Mais dans la sous-région, on a un bel exemple. Rawlings, militaire, mais qui par la suite a érigé un des régimes les plus démocratiques de notre continent aujourd'hui. Goïta, ce n'est pas la démocratie sa grande priorité, mais sortir par cette porte l'arrangerait davantage. Merci beaucoup les gars. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur ceux qui sont venus au pouvoir par les armes pour trouver qu'ils ont une transition qui dure. On n'a pas meilleur... On a évoqué récemment... on n'a pas meilleur, oui. Ceux qui ont goûté le pouvoir présidentiel et s'apprêtent maintenant à goûter le pouvoir parlementaire. Oui, ça chauffe là-bas. Il y en a. Il y a une nouvelle relecture. On attend de voir ce que ça va donner. Il y en a de ces civils aussi qui sont au-delà de... Dont les mandats ne durent pas. Il n'y a pas de calendrier grec là-bas. Qui sont déguisés en hommes militaires. Et eux, on ne souffre pas. Ah ben, vous commencez à citer, on ne va pas finir ici. Il faut mieux s'arrêter tout de suite. Bonjour à Francis. Et j'ai pas l'impression que les gens sont très pressés de voir cette transition. Est-ce qu'il faut appeler ça transition? Non, ça c'est des mandats. Avec des élections démocratiques organisées à coups de milliards. Pendant qu'il y a aussi des élections pas de seringue. Ça ce sont des pouvoirs légitimes et légaux délocalisés avec l'onction de la communauté internationale. Mais c'est quand même marrant. Des élections transparentes organisées. C'est quand même marrant quand même. Diomaye Faye qui a été récemment élu président. Il avait 2 ans. Qu'un chef d'État prenait le pouvoir. Maintenant ils sont collègues. Là-bas, mais ça ne le dit rien. Ça ne le dit rien. Ça ne le dit absolument rien. Son peuple, son collègue, ouais, le problème. Oui, mais même en football, on a vu de vieux qui ont joué avec leurs enfants. Modric a joué avec Vinicius. Donc le chef d'État, c'est une carrière maintenant. Le plus rond, je ne sais pas. Le plus rond n'a rien à voir avec le pouvoir d'État. Si ce n'est pas une carrière, on ne fait pas 40 ans et qu'on est encore là. C'est une carrière. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Allez, c'est ça qu'il faut c'est un mandat qui dure éternellement. Après les transitions éternelles, vous aurez la maintenant au mandat éternel. Très bonne semaine. Vous empêchez Tanguy de faire ça. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour.
Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Ils sont très en colère et l'ont fait savoir à travers une manifestation pacifique. Les conducteurs de taxi-moto clients de la société Spiro sont retrouvés mardi devant le siège de la structure de commercialisation de véhicules électriques pour dénoncer des modifications unilatérales de clauses contractuelles avec leurs co-contractants. Une décision qui les plonge, selon leur dire, dans une situation insupportable. Ces changements ont essentiellement trait au coût d'échange de batterie, aux conditions de paiement des frais journaliers ainsi qu'aux règles liées à l'entretien des motos. Les manifestants ont déploré la mauvaise foi des responsables de la société Spiro qui n'ont pas respecté le contrat qui les lie avec leurs partenaires conducteurs. Maintenant, de pire en pire, ils changent les contrats sans notre avis, sans notre accord. Alors qu'on était deux à signer le contrat. Les jeunes du monde entier étaient à l'honneur à Cotonou. C'était à l'occasion du premier dialogue mondial organisé à leur profit. C'est le Bénin qui a accueilli cette rencontre internationale qui marque les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les réflexions se sont penchées notamment sur la vision de la nouvelle génération de jeunes sur la population et le développement. À l'occasion, les jeunes ont pris la parole. Selon leurs représentants, les préoccupations de la jeunesse sont intergénérationnelles. Pour le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, l'engagement du gouvernement en faveur du développement de la jeunesse doit être influencé par des objectifs fondés sur des principes de justice sociale et économique. Au thème des 2 jours de change, des résolutions pertinentes ont été formulées afin de bâtir un monde plus juste, plus inclusif et plus prospère. Une place privilégiée de choix doit être donnée aux jeunes, en tenant compte de leur diversité et de leurs besoins spécifiques, dans toutes les réflexions sur tous les sujets d'intérêt de notre monde et de son avenir. De son côté, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était en visite mardi au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé dans le département de l'Atlantique. Yves Kouaro-Chabi avait à ses côtés pour la circonstance le ministre du Développement international du Canada. Les 2 personnalités sont allées toucher du bout des doigts la mise en œuvre du projet « Ma formation, mon métier, mon avenir ». Le projet 3e vise le renforcement durable du pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. Le projet va durer un peu plus de 6 ans. Le Bénin se prépare pour être au rendez-vous de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le comité scientifique national installé le 16 janvier 2024 y travaille. Ses membres ont eu le mardi 2 avril 2024 à Cotonou un atelier national de production et de suivi de l'harmonisation du baccalauréat. Cette réforme de l'organisation de l'examen à l'échelle sous-régionale vient régler le problème de disparité dans le traitement des étudiants nationaux et ressortissants des autres États membres de l'UEMOA en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur. Les représentants des ministres des enseignements supérieurs et secondaires ont ouvert les travaux. Les entreprises ayant bénéficié de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à travers le programme CC Qualité ont reçu le mercredi 3 avril 2024 les autorisations de commercialisation des produits de santé, notamment les produits cosmétiques et compléments nutritionnels, ainsi que des certificats de conformité. Des précieux sésames obtenus après le processus qui a duré 4 mois et conduit par 2 consultants pharmaciens. Ces entreprises sont désormais qualifiées pour être intégrées dans le dispositif de visibilité mis en place par la CC Bénin pour la promotion des produits locaux. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
Coucou mes Warriors. Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avapa ou Paracou, Transa. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp.